En 1914 éclate la Première Guerre mondiale, un conflit hors norme qui verra la création d'armes hors du commun, toutes plus horribles les unes que les autres. Me vient à l'esprit le lance-flamme mais aussi et surtout l'utilisation d'armes chimiques. Aujourd'hui, nous allons voir à quel point un champ de bataille peut être un véritable film d'horreur. Avant de s'attaquer à la bataille qui nous intéresse, revenons rapidement sur la Première Guerre mondiale. Mais rapidement. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, le couple héritier du trône austro-hongrois se fait assassiner. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie et le jeu des alliances se met en place. Les empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Bulgarie s'opposent à la triple entente, composée de la France, l'Empire britannique et la Russie. Bien qu'à la base les alliés ne sont que 3 dans la triple entente, ils seront rejoints les années qui suivent par d'autres pays. Le conflit stagne et des lignes de défense se créent, des tranchées apparaissent et le conflit s'enlise rapidement dans une guerre de position. Cette guerre devient une guerre totale, elle mobilise quasi tous les individus de chacun des pays. 2 fronts principaux sont visibles, le front occidental et oriental. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur l'oriental, celui qui oppose notamment l'Allemagne à la Russie. Localisé au nord-est de la Pologne, le complexe fortifié de Osowiec a été construit dans les années 1882 à 1892 par l'Empire russe. Cette forteresse a une position stratégique. Conçue pour protéger les frontières entre Russie et Allemagne, elle se trouve pile là où le marais de la rivière Biebza peut être traversé. Cette forteresse contrôle donc le passage de cette rivière. De plus, les marais rendent son accès difficile pour des éventuelles attaques. Une ligne de chemin de fer stratégique passe par la forteresse. Durant de nombreuses années, elle est mise à jour pour ne pas être obsolète, mais elle n'est pas équipée de systèmes lui permettant de se protéger d'éventuelles attaques chimiques. Je sais ce que vous vous dites. Y a quoi là-dedans? Si je vous répondais, je devrais vous tuer. Je vous fais marcher. Relax. Mais pour ce qu'il y a là-dedans, vaut mieux pas demander. En 1914, le fort subit des attaques et résiste. 40 bataillons de la 8e armée allemande, soit environ 10 000 hommes, aidés de l'aviation et de l'artillerie, fait face à plusieurs centaines de défenseurs. Mais le bastion russe tient bon, soutenu par son artillerie. Cette forteresse est un obstacle important, elle freine l'avancée allemande. Alors pour l'Allemagne, il est crucial de prendre Osowiec, d'une manière ou d'une autre. Le 14 février 1914, avec la bonne intention de faire tomber la place forte, les Allemands font pleuvoir les obus. Pendant une semaine, 360 obus tombent sur le fort toutes les 4 minutes. À la fin du déluge, c'est 250 000 obus de canons de siège lourds qui ont frappé la forteresse, et plus d'1 million d'obus d'artillerie légère. Malgré les lourds dégâts et les pertes importantes, le bastion tient. Finalement, les Allemands en ont assez. Ils savent que les troupes russes sont dénuées de masques à gaz, ou alors ils sont de très mauvaise facture. Alors ils optent pour une solution aussi bien expérimentale que radicale, le gaz toxique. Plus particulièrement le chlore gazeux. Un petit cours de physique s'impose. Ce qu'il y a dans ce gaz toxique, c'est du dichlore. Et devinez quoi? Ce gentil petit gaz, combiné à de l'humidité, crée différents acides. Du coup, le dichlore, c'est pas très gentil, surtout pour les yeux et les muqueuses. Le 6 août 1915, une fois que le vent a pris la bonne direction, les Allemands lancent 30 cartouches de chlore gazeux et équipent leurs troupes de masques à gaz. Un nuage jaune verdâtre prend la direction du fort, un défenseur survivant relate les événements. Toute personne en vie se trouvant au-delà de la tête de pont de la forteresse a été empoisonnée mortellement. L'herbe a noirci, il y avait des pétales de fleurs dispersés partout.
La viande, le beurre, le lard, les légumes ont été empoisonnés et condamnés à être impropres à la consommation. La forteresse n'était pas du tout préparée à faire face à une attaque au gaz. Il n'y avait aucun plan établi, aucune ressource pour protéger collectivement et individuellement la garnison, et les masques à gaz envoyés étaient inefficaces. Bref, à ce moment c'est la merde pour 4 compagnies de la 226e division d'infanterie. Et ce nuage mortel va emporter avec lui un très grand nombre d'hommes, ne laissant qu'une centaine de survivants. 14 bataillons de la 8e armée allemande, soit environ 7000 fantassins, avancent pas à pas en direction de la forteresse d'Ozowiec. Ils sont confiants et ne pensent trouver que des tas de cadavres. L'objectif pour eux est d'achever les individus à l'agonie et de capturer pour de bon ce maudit endroit. Contre toute attente, alors que les forces allemandes attaquaient tranquillement la forteresse, une poignée de survivants, les visages enveloppés dans des tissus ensanglantés, sont encore bien vivants. Menés par le lieutenant en second Vladimir Kotlinski, une centaine de Russes à l'apparence cadavérique sortent les armes à la main, bien décidés à repousser ces 7000 fantassins. Et ça marche. La contre-attaque est tellement imprévisible que les soldats allemands détalent dans leurs tranchées en se prenant dans leurs propres barbelés. Mais merde, pourquoi ça marche plus? Ah, voilà. Bon, maintenant que ça marche. Petit retour en arrière. Les légendes sont tenaces et cette bataille en est remplie. Revenons sur les événements que je viens de vous raconter et essayons de comprendre ce qui s'est réellement passé. Prenons cette carte. Alors, je vais essayer de la décrypter avec vous. Elle est pas simple, mais elle est importante pour bien comprendre la suite. Déjà, ici, on ne voit pas la forteresse. Elle est plus à l'est. On la voit sur la deuxième carte. Ensuite, ça, c'est le village de Sochnia. Et ici, Bielogrande. On voit une ligne de chemin de fer. Au nord-ouest, les positions allemandes et en dessous, les positions russes. Ensuite, dans mes sources, on entendra parler de plusieurs secteurs, et j'ai essayé de les délimiter. Donc ici, c'est le premier secteur. Là, le deuxième. Ça, c'est le troisième secteur, voisin du secteur numéro 4, au village de Sochnia. Selon Sveshnikov Mikhail Stepanovitch, un chef militaire soviétique, historien et théoricien militaire né en 1881 et mort en 1938. Le 24 juillet à 4h du matin, les Allemands lâchent sur le fort le fameux gaz et en quelques minutes il atteint les tranchées alliées, se dirigeant rapidement vers la forteresse. Les premières lignes sont mortellement frappées, mais avec les conditions climatiques de la matinée et les marécages qui entourent la forteresse, l'action du gaz a été partiellement réduite. Les Allemands sont ensuite passés à l'action. Les secteurs 1 et 2 sont pris sans grande résistance, le gaz ayant bien fait son travail, tout comme le secteur 4 qui est pris dans le village de Sochnia. Le gaz a quand même bien marché, voire même trop, empoisonnant environ 1000 hommes d'un régiment allemand qui s'était trouvé au mauvais endroit durant les offensives. Une fois le village de Sochnia pris, les Allemands visent le secteur 3, mais durant les manœuvres, ils tombent sur un soldat russe. Il s'était positionné dans les tranchées avec une mitrailleuse et était sévèrement touché par le gaz. Il a le temps de balancer 2 bandes de munitions dans la face de ses ennemis avant de se faire abattre en rechargeant. Il avait tiré environ 500 coups. La 12e compagnie russe tient bon sur le 3e secteur. Les Russes étant en mauvaise position, des renforts sont demandés et l'artillerie frappe la zone. Venant tout droit du fort, la 13e compagnie contre-attaque, gagnant le premier secteur, suivi de près par les 8 et 14e compagnies qui obtiennent le 2e secteur. C'est l'attaque de la 13e compagnie qui est restée dans l'histoire comme l'attaque des morts. Par la suite, cette contre-offensive a été largement exagérée. La culture populaire s'est chargée du reste, comme Sabaton, qui a fait une musique sur la légende. Pour quasi tout le monde, l'attaque des morts, c'est des soldats russes mortellement blessés par le gaz qui sort de leurs tranchées et qui font fuir les assaillants de par leur apparence de zombies. Mais la réalité est tout autre. Le gaz a vraiment mis hors de combat les premières positions. Ce sont les unités en réserve ou faiblement touchées par le gaz qui ont fait cette contre-attaque. D'ailleurs, les Allemands n'ont pas fui comme le suggèrent les légendes. Les compagnies russes se sont fait canarder. Kotlinski lui-même a été mortellement blessé au moment des contre-attaques. Finalement, les Allemands se retirent des positions qu'ils avaient durement gagnées. Les pertes des deux côtés sont inconnues. Le 22 août, la garnison quitte le fort et le détruit, car devenu inutile à cause de l'évolution de la ligne de front. Les Allemands arrivent donc enfin à prendre la forteresse de Ozowiec, mais l'abandonnent quelques semaines après. La contre-attaque de Kotlinski a permis de sauver de multiples vies, et a permis la retraite de nombreuses troupes russes. Il a été décoré à titre posthume. L'attaque des morts est un événement historique bien réel, mais qui a largement été exagéré. Une légende soutenue par la culture populaire s'étant formée autour des faits. Cette fameuse forteresse de Ozowiec n'a durant la Seconde Guerre mondiale vu aucun combat. Dorénavant, une grande partie de la forteresse est ouverte au public. Et j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cette vidéo, entre des sources bancales qui ne présentent qu'une légende à la manière de faits et des sources russes, ça n'était pas simple du tout, surtout quand une légende est autant tenace. Toutes mes sources sont en description, comme d'habitude. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À la prochaine fois, et portez-vous bien.